Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics. On peut le dire, we're back! Salut à tous et bienvenue dans votre nouvelle preview The Trick Play. Aujourd'hui, direction la Virginie pour parler de la Commonwealth Cup entre Virginia Tech et Virginia. Salut Robin, comment ça va? Salut Gus, salut tout le monde, comment ça va? Bah ça va super, content de parler de Virginia et Virginia Tech. Deux programmes que moi j'aime bien personnellement et que Virginia Tech, bon je pense que tout le monde aime grâce à Hunter Sandman. C'est l'équipe par laquelle nous allons commencer directement. Robin, qu'en est-il des Hokies en 2022? Évidemment, en parlant avant de ça, de la saison 2021, qui fut un petit peu en demi-teinte. Ouais, carrément. Justement, le demi-teinte, c'est littéralement le premier mot que j'ai utilisé dans mon brouillon, dans ma prise de notes. Forcément, c'est un bilan à 6 victoires, 7 défaites, en 4-4 en ACC, ils sont en Coastal Division. Le head coach qui est Justin Fuente, il est parti en fin de saison, il est parti au week 10 après une victoire face à Duke. C'est un départ qui est d'une entente mutuelle entre guillemets entre le coach et Virginia Tech. On se doute que en fait, d'après les informations que j'ai pu lire, c'est globalement en fait il comptait le virer à la fin de la saison et lui quand il l'a appris, il a dit en vrai je pars maintenant. C'est globalement comment ça s'est passé. Ensuite, c'est Jesse Price qui a pris le rôle d'intérim head coach pour terminer la saison sur les 3 derniers matchs. Et voilà, un bilan de 6 victoires, 7 défaites, hein, un bilan, une saison qui commençait plutôt bien, mine de rien, hein, avec une victoire face à North Carolina, qui était alors 10e du pays. Une victoire 17-10, donc ça lance en fait la saison avec un upset directement. On sait la qualité de North Carolina sur la saison, c'était un peu dommage. Mais au final, la première semaine, on s'est dit waouh, incroyable, Virginia Tech, il y a quelque chose à faire. Ensuite, victoire face à Middle Tennessee. Et du coup, ils sont classés directement 15e de l'AP Poll à ce moment-là. Donc, c'est quand même plutôt une bonne position. Ensuite, ils perdent face à West Virginia, hein, qui est quand même un match de rivalité. Ils battent Richmond, qui est une équipe en FCS. Ensuite, ils enchaînent 3 défaites, mais c'est des défaites qui sont quand même face à des gros cadors, hein. Ils perdent de 3 points seulement face à Notre-Dame. Gus, je ne sais pas comment tu as vécu le match, toi, de Notre-Dame Virginia Tech. Moi je m'en souviens très bien, c'était un match le soir, stade rempli, il était 2 heures du matin, je me suis endormi à 2h30. Je me suis réveillé très tôt le lendemain et mon premier réflexe a été d'aller sur l'ESPN Player. Quand les replays marchaient, d'ailleurs, ça va falloir qu'ils changent parce que ça va pas être possible cette année si les replays ne marchent toujours pas. Et j'ai regardé la fin en transpirant parce qu'on a gagné sur un field goal. Et moi, j'ai trouvé que Virginia Tech, quand ils jouent dans ce climat avec cette ferveur du public, ils sont capables de battre des grosses équipes et on a failli y passer. Mais écoute, je pensais justement la même chose. On faisait il y a quelques minutes la preview d'Oregon State, hein, qui sortira un peu plus tard. Mais globalement, Oregon State, c'est une équipe qui bat pas les grosses équipes, quelle que soit l'ambiance, quels que soient les joueurs qu'ils ont. Alors que Virginia Tech, justement, c'est une équipe qui se démène toujours dans les grands moments, un peu à la South Carolina à l'époque, il y a quelques années, où en fait, ça pouvait aller gagner contre du Georgia, contre du Alabama, enfin, pas Alabama forcément, mais contre des grosses écuries. Virginia Tech, c'est un peu l'impression que j'ai. C'est une équipe qui peut gagner contre absolument tout le monde parce que derrière, il y a la ferveur. Enfin, 66 000 personnes avec Hunter Sandman, incroyable, hein, moi, c'est toujours un de mes moments préférés du college football, hein. Finalement, c'est certainement la meilleure ambiance, une des top 10 ambiances de college football et même de tous les sports confondus. Ouais, en fait, tout le monde se réunit autour de cette ambiance. C'est pour Ouais, ça que Virginia Tech, c'est une équipe plutôt aimée. ouais, carrément. Enfin, c'est pour ça qu'on fait cette prévue d'ailleurs. Mais globalement, voilà, un match très serré face à Notre-Dame. Ils prennent, euh, ils prennent 28 points, il me semble, contre Pitt. Ils perdent contre Syracuse également. Ils battent Georgia Tech, que tout le monde bat. Ils perdent contre Boston College et finalement ils gagnent face à Duke. Et ils perdent contre Miami. Ça arrive à plein de gens, évidemment. Et ils gagnent la Commonwealth Cup face à Virginia. On fera la preview juste après avec Gus. Et finalement, voilà, ils perdent le ball game contre Maryland où ils se font détruire 54-10. Petit coucou à Elio d'ailleurs, hein,
Ça a dû bien lui faire plaisir ce match. C'est d'ailleurs la seule défaite de la saison de plus de 10 points, enfin hors pique, pardon. Mais voilà, Virginia Et Tech. je crois, Ouais, si je dis pas de bêtises, qu'il leur manquait la moitié de l'effectif à cause du Covid et des blessures. ouais, bah, carrément, enfin, c'était un match très très compliqué pour tout le monde. Mais voilà, c'est quand même à noter que Virginia Tech, ils ont perdu, hormis le match face à Pitt où ils prennent 20 points d'écart, il me semble. Ils n'ont pas pris de plus de 10 points d'écart. À chaque fois, ils étaient proches du score, hein. Ça se finit beaucoup à 7 points, 3 points. Donc voilà, c'est une équipe qui était proche de gagner ces matchs, un peu comme on verrait en NFL avec les Chargers, je dirais, une comparaison, certes c'est différent, mais ils sont toujours là, ils se font jamais blowout, ils sont toujours là dans les matchs et ils perdent soit en fin de match, ou alors soit ils font un comeback et ils n'arrivent pas non plus à finaliser. Une saison 2021 en demi-teinte, voilà, on peut le redire. Au niveau de l'intersaison, ils perdent Braxton Burmeister, hein, qui était le QB titulaire depuis 1-2 ans, qui était un transfert d'Oregon. C'est pour ça que je fais cette prévue d'ailleurs, parce que Braxton Burmeister, je l'ai toujours suivi quand il était à Virginia Tech également. C'est un mec que j'ai affectionné particulièrement. Et là, il est parti, il me semble. Gus, tu saurais me dire où il est parti? Il est parti à San Diego State. Désolé. Il est parti à Ah oui, San c'est vrai, San Diego State. Ouais. Il est parti à San Tu me l'as Diego State, rappelé. mais Mm. on a l'arrivée de la légende, Gus, je ne sais pas si tu te rappelles, Grant Wells de Marshall. Grant Wells. Merci le Covid, hein, de me l'avoir fait connaître. Ouais, forcément, quand il y a eu le Covid, alors pourquoi on dit que c'est une légende? Parce que quand il y a eu le Covid, il n'y avait pas beaucoup de gens qui jouaient. Et le premier match de la saison, il me semble, c'est Marshall contre je ne sais plus quelle équipe. C'était pas Texas State? Ah si, c'était Texas State exactement. Et il lance 5 TD dans un match de fou. Il y a 5 TD à 34 sur 35 à la passe, un truc dans le genre. Et d'ailleurs, c'était notre premier podcast. On parle Ouais, de Grant Wells. possible. Je m'en souviens effectivement, ouais, Grant Wells. Mais du coup, c'est un transfert de Marshall qui a 5 milliards sur 2 saisons. Et c'est vraiment un athlète, hein. Grant Wells, il court. Il n'hésite pas à aller au contact. Donc, c'est un bon QB, franchement. C'est une belle arrivée. Gus, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est une belle arrivée pour Virginia Tech. Ah bah si, carrément, carrément, parce que je pense que Braxton Burmeister, il était trop inconstant. Bah, d'ailleurs, il jouait pas tous les matchs à Blacksburg. Euh, moi, en fait, il va asseoir, il va calmer un petit peu tout, il va permettre d'amener de la stabilité au poste de quarterback, et ce sera très bien pour la première année de Brent Pry. Et surtout, il y a aussi l'arrivée de Jason Brown, qui a Ouais. été titulaire cette année à South Carolina, et qui va amener de la concurrence, donc les deux vont se tirer vers le haut, et ça, c'est très très bien. De ce que j'ai vu du Spring Game, c'est beaucoup Grant Wells qui a des reps en numéro un, mais Jason Brown, il est pas mal non plus. Jason Brown, c'est un quarterback un peu plus complet avec un jeu à la passe un peu plus posé, alors que Grant Wells, c'est une machine de guerre, il envoie tout. En fait, il envoie des bombes partout et du coup, forcément, il risque les interceptions, les turnovers ou un peu les mauvais lancers. Donc, à voir ce qu'il préfère. Est-ce qu'il préfère de la stabilité en termes de jeu ou alors plutôt, il y a un mec fou comme Grant Wells qui va faire des big plays, mais du coup, à côté, faire quand même quelques petites erreurs. Ça sera à voir la bataille de quarterback avec 2 transferts. C'est assez rare d'en voir, je trouve. Il y a toujours un transfert et un joueur un peu plus jeune. Là, avec 2 transferts, ça va être assez important à voir. Comme tu disais il y a quelques secondes, Gus, hein, Brent Pry, il vient d'arriver, donc j'en ai parlé tout à l'heure dans le bilan, mais Justin Fuente, il s'en est allé du programme après 5-6 ans, et il recrute du coup Brent Pry, qui était coordinateur défensif à Penn State, et ça faisait 30 ans qu'il était assistant coach, donc c'est son premier poste de head coach. Ça fait, euh, Ça fait beaucoup, je trouve, pour commencer de 30 ans de commencer dans un programme, enfin de son job de head coach dans un programme aussi élevé, on va dire, que Virginia Tech. Mais à voir ce que ça donne. En tout cas, on sait que Virginia Tech avait beaucoup de mal en défense. Là, l'arrivée d'un coordinateur défensif, surtout venant de Penn State, peut-être qu'il remettra un peu les choses en ordre. Au niveau des transferts, notamment, on en avait parlé, hein, Jason Brown et Grant Wells. Il y a également 2 wide receivers en transfert, dont notamment Jaden Blue, qui vient de Temple, qui a un profil assez rapide et franchement qui ira bien avec les longues balles de Grant Wells. Et c'est un profil qu'on peut utiliser à peu près partout. Je regardais justement un peu ses highlights là, il y a quelques heures, et c'est plutôt un gars
qui est assez bon. Il manquerait un peu de catch contesté, mais sinon, plutôt bon. Ils perdent quand même leurs deux meilleurs receveurs de l'année dernière, un pour la NFL et un sur transfert. Donc c'était Tavion Robinson, qui était leur kick returner également, qui part à Kentucky. Et ils vont quand même avoir de l'aide un peu avec la 43e meilleure classe du pays. Ils recrutent 3-4 étoiles, qui est quand même plutôt une bonne chose en tout cas. Et ils recrutent 23 étoiles, donc ils ont 23 bourses, 23 joueurs sous bourse, que du 4 étoiles ou du 3 étoiles, donc c'est plutôt un recrutement quand même assez qualitatif. Si on se fait un petit preview de la saison 2022, en attaque, voilà, je pense qu'il y a un QB qui a déjà prouvé avec Grant Wells qu'il pouvait gagner des matchs. On ne sait pas trop ce que ça va donner face aux défenses ACC, mais je pense quand même que ça va être Grant Wells le titulaire, même si la bataille sera quand même assez rude avec Brown. Il y a un corps de receveurs avec quelques expériences notamment, mais pas vraiment de stars. Hein. C'est un peu le dommageable dans ces programmes où d'habitude il y a toujours une star quelque part, notamment avec... Surtout à Virginia Tech, hein. Virginia Ouais. Tech, c'est un programme qui est réputé pour former mais incroyablement bien des joueurs. Chaque année, ils nous sortent un first rounder, un mec qui était classé 3 étoiles. Je pense à, comment il s'appelait, l'offensive tackle qui est parti aux Vikings, Christian Darisso. Ouais. Tu avais aussi Caleb Farley, le cornerback, ou même les linebackers, là, ceux qui étaient partis aux Bills et à les frères Edmunds. Enfin, c'est un programme qui nous sort toujours quand même des grands pros. Et ouais, Robin, je suis d'accord avec ça. Ouais, du coup, c'est assez bizarre de ne pas voir de grandes stars émerger au poste de receveur ni au poste de running back. D'ailleurs, il n'y a pas. En fait, c'est un peu à l'image de Virginia Tech cette saison. Ça sera l'image de Virginia Tech, c'est qu'ils ont des bons joueurs, mais ils n'ont jamais leur star qu'ils ont d'habitude. Notamment Darisso, voilà, on en a parlé, on a fait un peu du name dropping, mais globalement, ils n'auront pas ces joueurs qui sont incroyablement des stars et qui vont aller en NFL. Bon, là, il y a quelques joueurs, mais ça ne sera pas des grandes stars. La RB Room, elle est assez correcte. Hein. Finalement, ça va courir derrière une ligne offensive qui a l'air, au vu du spring game, catastrophique. On l'a vu, hein, Wilfried Penney, il a pas fait 4 sacs, il me semble. Il avait fait des vraies stats, hein, d'ailleurs, Wilfried Penney, notre Français, au Ouais. spring game. Et en fait, la ligne était catastrophique, tout bonnement. C'était pas du tout fameux. Il manque cruellement de profondeur. Hein. Quand je dis cruellement, c'est cruellement. Il y a hormis, on va dire, Silas Zenzi et Johnny Jordan, qui sont des super seniors, donc avec sixième année, le reste, il n'y a pas d'expérience du tout. C'est un poste qui va être très très compliqué à avoir. Au niveau de la défense, ça sera peut-être le côté positif de l'année. C'est un peu d'incertitude au vu du recrutement, parce que Brent Pry, certes, il était coordinateur défensif à Penn State, et donc il avait des armes du Micah Parsons, etc. Là, on sait que Penn State, en fait, ils avaient des défenses top 25 tous les ans. À voir si Et ça peut. au moins, pour le coup, c'est là, je trouve aussi, on en a parlé dans l'épisode dédié au sujet, mais l'arrivée de Brent Pry à Virginia Tech, elle est cohérente historiquement, puisque Virginia Tech, c'est une équipe avec une âme défensive, et ça depuis toujours. Donc c'est cohérent. Ouais, exactement. Et forcément, voilà, ça va être un peu compliqué à voir au niveau du recrutement des talents. Mais voilà, le corps de linebacker, ça sera le corps le plus expérimenté. On aura Dax Holyfield et Allen Tisdale qui reviennent, qui sont un bon duo de linebacker. Le backfield défensif aussi qui sera plutôt décent. Globalement, sur la D-line, il va y avoir pas mal de questions en termes de defensive tackle notamment et de edge. Hein. A priori, ça serait la faiblesse de l'équipe. À voir du coup si Wilfried Penney justement il pourrait se dégager une place. Je sais il tourne entre tight end et defensive tackle. Il À est voir. passé définitivement defensive tackle. Il est passé définitivement tackle. Bah voilà. Il y aura peut-être quelque chose qui va faire. Je pense qu'il aura sa carte à jouer. Gus, je ne sais pas ce que tu en penses Si, toi. si, si, je pense qu'il aura sa carte à jouer parce qu'il a été loué pendant les spring practice par son coach. Et en fait, il se fait de la place dans la depth chart. Donc ça, pour le coup, c'est euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment bien. Vous voyez, là, on touche du doigt quand même le joueur français qui va avoir des vraies minutes, des vrais snaps en college football. Ceci dit, bah,
Encore une fois, enfin, nous, on n'a pas trop envie de s'avancer parce qu'en fait, on n'a pas envie de parler à sa place, mais il y a de quoi être positif. Ouais, carrément, franchement, enfin, je suis très content, je trouve, de son spring game et surtout bah, de potentiellement il va faire de grandes choses. On passe rapidement sur le bilan. On va le terminer. Il nous reste 2-3 minutes pour le bilan. Ça commence par du FCS et ensuite ça joue de l'ACC, donc dans les grosses équipes qui vont pouvoir jouer. On va avoir du West Virginia, North Carolina, Pitt, et ensuite l'enchaînement, en fait, Pitt, Miami, NC State. Ça va être très très dur, hein. C'est trois grosses équipes qui vont justement avoir un sacré, un sacré, franchement, un sacré niveau l'année prochaine. Forcément, ça va être trois grosses équipes. Ça termine par la Commonwealth Cup avec Virginia. Gus, ça fera une super transition, je pense, pour justement parler de la rivalité de toi, parler de ton bilan. Moi, je vois un bilan qui est quand même assez compliqué, hein. C'est, je dirais, une saison en 6-7. En 6-7, ouais, comme l'année dernière, en fait. Je suis pas sûr du recrutement, je suis pas sûr du nouveau coach. Ils vont gagner forcément contre les FCS, un Old Dominion ou Wofford. Peut-être que peut-être qu'ils vont aller prendre des matchs, notamment à Georgia Tech, Duke, Liberty. Virginia, ce sera toujours un peu le gros match, hein. Ça va jouer au Lane Stadium, donc il sera plein à craquer. C'est un match qu'on ne va pas falloir manquer, hein, le 26 novembre. Il va vraiment pas falloir le manquer. Moi, je vois voilà, un bilan de 6-7, potentiellement voilà, peut-être un 6-6 hors ball game. Peut-être qu'ils Moi iront. aussi, Je sais pas ce que tu penses. je pars sur un 6-6, Old Dominion, Wofford. Je pense que après, ça va battre Georgia Tech, Duke, Liberty et pourquoi pas Virginia. Donc voilà, 6-6, je suis d'accord avec toi. Eh ben écoute, c'est une super transition. Toi, tu penses que ça va donner quoi le match contre Virginia? Est-ce que tu en parles maintenant ou tu en parles dans ton calendrier de ton côté? Oh, bon, on peut en parler maintenant. La Commonwealth Cup entre Virginia et Virginia Tech, c'est deux équipes qui changent de coach. Donc il y a beaucoup d'incertitudes chez ces deux équipes. Virginia, les Cavaliers, on part du côté de Charlottesville, dans l'État de Virginie, qui nous a sorti ces Cavaliers, ceux qui nous ont sorti ces Cavaliers sur une saison 2021 à 6-6. On attendait certainement mieux l'an dernier. Donc, dont un 4-4 en SEC. Le début de saison, il avait été très bon, il était très hypé. Ils étaient dans l'AP Poll, si je dis pas de bêtises. Il y avait notamment eu des belles victoires face à Miami et Louisville. Puis après, sont arrivées 4 défaites d'affilée, plus l'annulation du bowl face à SMU, qui était vraiment dommage, parce qu'en plus, ils devaient se jouer dans un ballpark MLB. Moi, j'aime bien ces matchs comme ça dans les ballparks. Mais finalement, c'est pas la chose la plus importante à retenir à propos de Virginia. C'est parce que leur coach, Bronco Mendenhall, a démissionné en fin de saison bah, pour se consacrer à sa famille, bien qu'il n'ait pas mis de côté le fait qu'il puisse reprendre un jour un poste de coach quelque part. Lui, qui était là depuis 2016, en fait, qui était arrivé de BYU. Bronco Mendenhall, c'est quand même une personne importante dans le milieu du coaching, puisque entre 2005 et 2015, bah, il a fait les belles heures du programme de BYU. Et en 2016, bah, il est arrivé à Virginia, où il a un petit peu en fait remis le programme sur de bons rails, un programme qui avait du mal depuis en fait le départ de Al Gros à la fin des années 2000. Il aura permis de faire 4 saisons positives sur 6 saisons. C'est très très bien, surtout quand on voyait l'état du programme au début de la décennie 2010. C'est une perte qui fait franchement mal parce que c'est un mec qui était aimé. Cette décision, elle a pris un petit peu tout le monde de court. Mais il a été remplacé par un excellent gars. Et là, pour le coup, c'est pour ça qu'il faut être aussi optimiste avec ce programme de Virginia. Parce que Tony Elliott arrive en provenance de Clemson, lui qui était le coordinateur offensif depuis 2015, avec qui il a eu un bilan de 89 victoires pour 9 défaites, qui vient récupérer en fait son premier poste de head coach. Et premier poste de head coach, c'est intervenu comme assez tard parce que Tony Elliott était demandé chaque année, il était dans les rumeurs pour prendre les rênes d'un nouveau programme.
Il prend avec lui deux coordinateurs que moi je trouve être des nominations superbes, à commencer par le coordinateur offensif Des Kitchings, qui était le coordinateur offensif des Falcons en NFL, c'est pas rien, surtout pour aller à Virginia. Et l'arrivée du coordinateur défensif John Rodinsky, le coordinateur défensif d'Air Force, qui nous a sorti, on en parlera après dans la défense, une excellente saison sur ce plan-là à Colorado Springs. Et évidemment, avec ça, des coachs de position divers qui auront la lourde tâche de trouver des joueurs qui remplaceront ceux qui sont partis sur le portail des transferts, parce qu'effectivement, il y a quand même pas mal de départs, avec 15 joueurs qui ont inscrit leur nom sur cette plateforme. En 2022, et on commence par l'attaque, il aura Tony Elliott à disposition une attaque explosive qui en 2021 a lancé 511 yards par match. Si je dis lancé, vous allez voir, ça a bien du sens. Qui était le troisième meilleur total du pays et ils inscrivaient 34 points par match. C'est une attaque en fait qui tournait quasi exclusivement à la passe, qui jouait très peu à la course. Alors, il faudrait que je retrouve les stats sur mes notes, mais seulement 35% des plays étaient des courses l'an dernier, soit le 128e pire total du pays. Virginia courait seulement 127 yards par match, ce qui représente le plus petit total d'ACC et je pense pas loin du Power 5. Revenons à cette attaque aérienne où le quarterback titulaire est Brennan Armstrong. Brennan Armstrong qui porte bien son nom, lui qui a un gros bras, qui revient pour sa 5e année. En 2021, donc l'an dernier, il avait lancé 4449 yards, 31 touchdowns et 10 interceptions en jouant blessé quelques matchs et en loupant notamment celui face à Notre-Dame. À chaque fois, c'est des records de la fac dans chaque catégorie de statistiques. Et il aura à disposition l'une des meilleures escouades de receveurs du pays avec un trio qu'il ne faut surtout pas mettre de côté dans des considérations, que ce soit d'ailleurs pour le Beleknikov, Howard qui récompense le meilleur receveur universitaire ou pour la draft, avec d'abord la star Dontavion Wicks qui a 57 réceptions, 1203 yards et 9 touchdowns en 2021, et l'athlète Keaton Thompson qui lui peut jouer quarterback, qui était quarterback d'ailleurs quand il avait été recruté par Mississippi State il y a 5-6 ans. Il peut faire running back et receveur. En 2021, il émergeait à 1247 yards et 5 touchdowns. Et on termine ce trio avec le slot Billy Kemp qui était à 725 yards et 6 touchdowns. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Tony Elliott, il aura à disposition une superbe attaque aérienne pour sa première saison. Ça, c'est très très important. Ça va pouvoir assurer une transition assez importante. Bien que il y a quand même quelques questions à se poser, comme j'ai dit, notamment avec le jeu à la course, parce que Virginia court en fait très très peu, alors que Tony Elliott est plutôt reconnu dans le milieu pour son jeu à la course. C'est un mec qui à Clemson a quand même réussi à trouver un équilibre, un meilleur équilibre entre la passe et la course. Donc c'est plutôt du 50-50, où là on est plutôt sur du 75-25 à Virginia ces dernières années. Il va devoir changer un petit peu le playbook des Cavaliers pour donc courir plus, mais ça va se heurter à un problème universel en college football, celui de la O-line, parce que il y a 6 O-line, dont 4 titulaires qui sont partis en NFL ou sur le portail des transferts. Je pense notamment à Victor Oluwatimi, qui a rejoint Michigan et qui lui sera, je pense, le meilleur centre l'an prochain du pays avec Jared Patterson. Ce qui veut dire qu'il y a un seul titulaire qui est de retour et il a joué que 3 matchs l'an dernier. Ce qui veut dire que ça va être compliqué alors que Elliott, il a absolument besoin d'avoir une bonne O-line pour mettre en place sa philosophie offensive et mettre Brennan Armstrong dans les meilleures conditions possibles. J'y crois, le bonhomme nous a prouvé qu'il pouvait le faire lors de ses années à Clemson, mais va falloir trouver vite ses joueurs parce que ça serait vraiment très très frustrant qu'avec une telle attaque aérienne, Brennan Armstrong ne puisse pas être tranquille pour lancer ses ballons. Au niveau de la défense, et paradoxalement, c'était catastrophique l'an dernier. Je dis paradoxalement parce que c'était la spécialité de Bronco Mendenhall lorsqu'il était à BYU, avec 491 yards, 91 yards par match, ce qui représente en fait
le 123e pire total du pays. La pire partie en fait de cette défense, c'était la défense contre la course. Je veux dire, pas très étonnant quand on voit les matchs l'an dernier. Moi, ce qui m'avait plutôt choqué, notamment le match avec Notre-Dame, c'est le nombre en fait de plaquages qu'il loupait, qui était beaucoup trop important. Donc, il y aura un boulot sur les drills pendant les spring practice et cet été. Mais j'y crois, parce que Tony Elliott, il a amené avec lui un super coaching staff. Je parlais de John Roniski qui a fait un boulot monstre à Air Force en tant que coordinateur défensif, qui avait sous sa main l'une des meilleures défenses du pays à Colorado Springs, qui lui va jouer une défense en 4-2-5. Alors j'ai pas envie de vous citer des noms parce que là, ça serait vraiment du name dropping et c'est anecdotique. Mais il y en a deux, cependant, que je pense qui sont importants. C'est le linebacker Nick Jackson qui a fait 117 plaquages en 2021, qui lui revient et qui va un retour bienvenu, parce qu'ils ont perdu 2 titus à UNC, North Carolina et LSU, et évidemment le quarterback Anthony Jackson qui est à 3 interceptions et qui va peut-être toucher la NFL du doigt en 2022. Au niveau du calendrier, je suis plutôt... allez, je suis optimiste. Je pense que ça va partir sur 7-5 parce que déjà, Virginia a récupéré un super coordinateur offensif, un mec qui est reconnu dans le milieu, qui a montré à Clemson de quoi il était capable, avec les Deshaun Watson, je suis trop bête, les Trevor Lawrence, etc. Surtout qu'il aura déjà un super quarterback, un top 20 quarterback dans le pays à disposition et une room de receveurs qui sera aussi prolifique et qui pourra faire des différences. Donc ce calendrier en hors con, c'est Richmond, Old Dominion et Illinois. 3 victoires pour être honnête. Puis après, ça part sur du Syracuse, Duke, Louisville, Georgia Tech, Miami, North Carolina, Pitt, Coastal Carolina et Virginia Tech. Les matchs les plus difficiles seront face à Louisville, Miami et North Carolina. C'est vous dire... Ah non, il y a aussi, j'ai vu un match face à Coastal Carolina, d'ailleurs, le 19 novembre, qui peut être très très intéressant avec Grayson McCall. Mais voilà, t'as pas d'équipe très très difficile à affronter. T'as pas de Clemson, t'as pas de Notre-Dame. C'est pour ça que moi, je vois un bilan en 7-5. Et c'est vraiment un bilan que j'espère parce que Virginia est une équipe sexy, tout simplement. Et on a envie de les voir jouer, nous ressortir des matchs comme face à BYU l'an dernier lorsqu'ils avaient perdu 66-49. Il n'y avait pas de défense, mais c'était vraiment fun. Sur ces derniers mots, moi je vous dis à la prochaine et salut Robin. Ouais, salut.